Imagine. Tu es accroupi derrière une colonne de marbre dans les couloirs les plus sacrés du Vatican. L'air est lourd d'encens, et d'autres choses plus capiteux, plus troubles. Nous sommes en l'an 1501, et, dans le jeu d'ombre projeté par des candélabres vacillants, tu t'apprêtes à voir ce que nul regard ne devrait surprendre entre ces murs saints. Le froissement de la soie contre la pierre se mêle à des rires qui rebondissent là où marchèrent des saints. Ton cœur cogne si fort qu'il semble battre dans les couloirs eux-mêmes. Tu comprends que tu vas assister à la soirée la plus scandaleuse de l'histoire pontificale, une orgie si débridée qu'elle ferait rougir les Romains de l'Antiquité. L'air d'octobre porte l'odeur des châtaignes grillées jusque dans les appartements pontificaux. Ce soir, ces fruits modestes deviendront accessoires d'une mise en scène appelée à éclabousser, pour des siècles, la réputation de l'Église catholique. Dans les chambres privées de Cesare Borgia, fils du pape Alexandre VI, 50 courtisanes se préparent pour une nuit que l'on consignera dans le journal le plus discret de la Rome de la Renaissance, conservée durant des siècles comme une confession interdite, enfouie sous des couches de prière. Ce récit ne parle pas seulement de luxure, il parle de survie, d'ascension, de pouvoir nu. Et si tu es là, tapis dans l'ombre, c'est que tu veux comprendre d'où vient cette soirée, ce qu'elle révèle d'un pontificat où le sacré et le profane ont cessé d'être des rivaux pour devenir des complices. Accroche-toi. À intervalles réguliers, l'histoire va te tendre des pièges, des bascules d'attention, des questions qui obligent à regarder plus près. Car rien n'est simple. Et la vérité, dans la poussière des archives, est une pièce frappée des deux côtés. L'homme à qui l'on donnera plus tard le titre de pape le plus dépravé naît Rodrigo Borgia, le 1er jour de janvier de l'an 1431, à Xàtiva, près de Valence. La poussière des routes espagnoles colle à ses souvenirs d'enfance, mais son destin n'a rien de provincial. Son oncle, Alphonse de Borja, grimpe déjà l'échelle ecclésiastique et, lorsque celui-ci devient le pape Calixte III en l'an 1455, la voix de Rodrigo se scelle comme une bulle de cire chaude. À 25 ans, il est créé diacre cardinal. Moins par vocation que par le vieux sang de la faveur, cette circulation veineuse du népotisme qui irrigue, au XVe siècle, la machine ecclésiastique. Rodrigo arrive à Rome avec la faim dans les yeux, l'ambition au thorax comme une braise que rien ne refroidit. Rome, à la fin du XVe siècle, est une contradiction incarnée, qui ferait pleurer Dante de reconnaissance. Le jour, les pèlerins s'agenouillent devant des autels dorés et leurs prières montent en fumée vers un ciel compassé. La nuit, les mêmes rues se transforment en marché, où l'on négocie ce que la chair a de plus tarifable. La cour pontificale est un bazar. Tout s'y vend, tout s'y achète, jusqu'à des indulgences qui font du salut une marchandise marquée en ducats. Rodrigo comprend cet écosystème mieux que quiconque. Avec la patience d'une araignée au centre d'une toile parfaite, il accumule bénéfices et prébande d'un bout à l'autre de l'Europe, amassant les revenus comme on entasse des pierres précieuses. Sa vie est celle d'un prince de la Renaissance, pas celle d'un homme de Dieu. Banquets fastueux, palais magnifiques, et, à intervalles réguliers comme des moissons, des maîtresses qui lui donnent des enfants. La plus décisive s'appelle Vanozza Catanei, noble romaine, beauté lucide, instinct politique aiguisé. Entre l'an 1474 et l'an 1482, elle lui donne 4 enfants, Juan, Cesare, Lucrezia et Geoffrey. Chacun, bientôt, figurera une pièce sur l'échiquier d'un père dont l'ambition n'admet ni scrupule ni frein. Même cardinal, Rodrigo scandalise Rome, ce qui n'est pas mince exploit là où le scandale se consomme comme du pain. Le pape Pie II lui écrit une lettre au vitriol depuis Sienne, l'an 1460, fustigeant une conduite qui a choqué toute la ville. Mais la honte, pour Rodrigo, est un luxe inefficace. Il a une tiare à conquérir, et les principes ne sont que des obstacles à contourner. Vient le conclave d'août 1492. Derrière les portes closes de la chapelle Sixtine, dont Michel-Ange n'a pas encore couvert la voûte, 23 cardinaux se rassemblent pour choisir le vicaire du Christ. L'or circule comme l'eau. Les promesses s'échangent comme des prières. Les bénéfices se distribuent comme des hosties. Lorsque la fumée s'élève, le 11 août, Rodrigo Borgia devient Alexandre VI. Une victoire acquise par la simonie, si publique que les contemporains l'énoncent sans trembler. Et Rome se réjouit. Elle connaît son cardinal espagnol,
Elle attend de son pontificat énergie et magnificence. Les feux de joie embrasent les 7 collines, les processions aux torches serpentent, des arcs triomphaux jaillissent dans la nuit. Le 26 août, la couronne à Saint-Pierre reçoit, dit-on, l'ovation la plus vaste qu'ait connue un pape. Alexandre commence par l'ordre. Il pacifie la ville où plus de 200 assassinats avaient endeuillé les derniers mois. Il divise Rome en districts, envoie des magistrats, tient audience le mardi, tranche les litiges avec une célérité que l'on loue. Un bref instant, la Providence semble avoir placé le bonhomme sur la bonne chaise. Mais le pouvoir n'invente pas les caractères, il les révèle comme le vin révèle la langue. Bientôt, les réformes s'inclinent devant l'obsession d'Alexandre, hausser ses enfants. Juan devient duc de Gandie et s'unit à une cousine des rois d'Espagne. Césarée, à peine majeur, s'empare de l'archevêché de Valence, puis du chapeau cardinalis, non comme d'une charge sacrée, mais comme d'un tremplin. Les appartements pontificaux se mutent en théâtre où le sacré et le profane dansent un ballet obscène. Les dîners s'étirent jusqu'à l'aube, la musique, le spectacle, les jeux franchissent ce qu'on appelle, à Rome, la décence. Giulia Farnèse, Giulia la Bella, maîtresse d'Alexandre, traverse couloirs et salons, aussi libre qu'un cardinal. Elle est la preuve incarnée que les vœux du pape ont chuté sous le talon de ses désirs. C'est dans ce monde que s'avance Johannes Burchard, l'homme au carnet. Né vers l'an 1450 dans la région du Rhin, juriste canoniste, il a gravi les degrés jusqu'à devenir maître des cérémonies pontificales. Une fonction de coulisses et d'œil grand ouvert, il assiste au cœur du protocole et par ricochet aux coulisses des hommes. Dès et puis l'an 1483, sous Sixte IV, il tient un journal, son Liber Notarum, où il note tout, d'une prose sèche de greffier. Même soin pour un couronnement que pour une incartade. Même précision pour la pompe et pour la honte. Il n'est pas poète. Il est méticuleux, presque clinique. Et c'est peut-être cela qui lui donne l'autorité des thermomètres. Pas de couleur, mais une mesure. Que vaut la vérité quand elle est écrite sans emphase, juste avec des dates, des noms et la patience d'une plume qui ne tremble pas? À la fin des années 1490, la famille Borgia commence à inquiéter l'Europe entière. L'aîné, Juan, duc de Gandie, se montre cruel, débauché, piètre chef de guerre. L'enfant chéri devient un fardeau, au point que même un père aveuglé par l'amour ne peut plus ignorer l'odeur de soufre. Le 14 juin 1497, on repêche le cadavre de Juan dans le Tibre, la gorge tranchée, 9 plaies au corps. Le choc zèbre Rome. Alexandre s'effondre. 3 jours et 3 nuits sans manger ni dormir. Des larmes derrière des portes closes. Le pontife effraie roi et ambassadeurs et soudain s'engage à réformer. Il promet d'endiguer le luxe, de réorganiser la chancellerie, d'écraser simonie et concubinage. Une commission de cardinaux et de canonistes se met au travail. On y lit, à l'avance, des accents du futur concile de Trente. Mais le chagrin, chez Alexandre, est une marée courte. Les décrets rejoignent les tiroirs, et le regard se tourne vers celui qui reste, Césarée. Si Juan fut le cœur, Césarée est l'épée. Froide, brillante, sans conscience. Grand, beau, d'une intelligence coupante, il avait été destiné à l'Église, mais sa nature est stratégie et fer. En l'an 1498, il démissionne du cardinalat, geste inédit, et vise le siècle. Le relief politique lui est propice. Louis XII a besoin d'une annulation matrimoniale. Les principautés italiennes sont des proies pour qui manie siège, poison et pacte. Alexandre veut un royaume pour son fils, fût-ce au prix d'alliance avec l'étranger contre des Italiens. Par la guerre, l'assassinat, l'art de la duplicité, Césarée s'empare d'une large part de la Romagne. Ces méthodes si efficaces inspireront plus tard Machiavel, fasciné par ce mélange d'énergie et de cruauté rationnelle. Mais cette réussite a fin. Elle boit l'argent comme l'acier boit le sang. Alexandre vend indulgence, charge, chapeau. Il crée des cardinaux non à la mesure des vertus, mais à hauteur des bourses, 47 nominations, et chaque pourpre est une pluie de ducats qui ruisselle vers la caisse de guerre. Rome ressemble alors à une ville occupée par ses maîtres. Les Borgia traitent les États de l'Église comme un patrimoine. Alexandre en patriarche, Césarée en dauphin. Lucrezia, malgré les tentatives modernes de réhabilitation, reste un pion dans les mariages diplomatiques.
Giovanni Sforza d'abord, mariage annulé pour impuissance proclamée lorsque l'alliance tourne mal, puis Alfonso d'Aragon, plus tard assassiné, possiblement par ordre de Césarée, quand la conjoncture l'exige. Les appartements du Vatican deviennent la scène de divertissement qui teste le seuil de la tolérance. Concerts, mascarades, soupers qui se prolongent, invités mêlés, cardinaux, ambassadeurs, marchands, courtisanes plus ou moins discrètes. Au-delà de l'agrément, ces soirées servent d'outils. Montrer la richesse, nouer des compromis, emprisonner les loyautés. Y paraître, c'est se compromettre. Refuser, c'est s'afficher ennemi. L'automne 1501 trouve les Borgia au sommet de leur puissance et de leur corruption. Césarée a dompté la Romagne. Alexandre a surmonté l'invasion de Charles VIII et des querelles féodales sans fin. L'année jubilaire de 1500 a drainé Rome de pèlerins et d'argent. Dans ce climat où triomphe et décadence s'embrassent, Césarée conçoit ce que l'on appellera bientôt le banquet des châtaignes. Les motifs ? Fêtes, théâtre politique, point culminant d'une pente glissante. Les sources varient, elles s'accordent sur l'essentiel que même les blasés du vice papal auront du mal à encaisser. 31 octobre, veille de la Toussaint, nuit où la frontière entre sacré et profane s'amincit, par choix symbolique ou caprice du calendrier, peu importe. Le décor moral est parfait. Les appartements de Césarée, magnifiquement décorés par Pinturicchio, offrent un fond ironique. Fresques de mythes antiques et d'histoires chrétiennes. Dieu et saint peints observants, impuissants, une scène qui n'appartient ni aux uns ni aux autres. La liste des invités témoigne de l'ampleur de la conquête borgienne. Cardinaux qui auraient dû veiller en prière, nobles romains achetés à force de faveurs, diplomates curieux d'observer jusqu'où l'on osera pousser les limites. Les véritables protagonistes, pourtant, sont les 50 courtisanes réunies pour divertir. Non des filles des rues, mais des professionnels rompus au code de la discrétion, capables d'offrir l'illusion et d'encaisser le secret. Johannes Burchard est là, non en convive, mais en fonctionnaire invisible. Son rôle, être prêt si un détail cérémoniel surgit, même dans la coulisse. C'est une place idéale pour voir sans être vu, pour noter sans qu'on pense à le faire taire. Son récit, en latin, d'un ton chirurgical, enregistre l'enchaînement. D'abord, un dîner conforme à l'étiquette, mets de saison, vin des caves pontificales, conversations politiques et artistiques. Puis, un glissement. Les courtisanes, en soies et velours faits pour flatter l'œil, dansent. Le vin coule. Les tissus tombent, par degrés. Bientôt, le divertissement n'a plus d'alibi. La nudité devient la langue de la soirée. Ce n'est pas la scène la plus célèbre qui choque, c'est la mécanique qui l'installe, douce, presque inéluctable, comme si le scandale était une liturgie inversée. Le cœur de la cérémonie donne son nom à la nuit. Les candélabres quittent la table, posés au sol pour dessiner des îlots de lumière séparés par des poches d'ombre. On jette des châtaignes sur le marbre. On ordonne aux femmes, nues, de ramper à 4 pattes pour les ramasser, glissant et luisantes dans la lueur des flammes. Selon Burchard, le pape Alexandre VI observe depuis un siège d'honneur aux côtés de Césarée et de Lucrezia. La présence de la fille du pape demeure l'énigme la plus dérangeante du dossier. Actrice consentante d'une corruption familiale ou victime captive d'une domesticité politique? Les sources divergent, toutes s'accordent. Elle est là lorsque la nuit bascule dans la compétition la plus abjecte. Car vient le concours, les hommes se mesurent par le nombre de femmes possédées et l'on promet des prix. Tuniques de soie, souliers, bérets, objets de luxe, récompense d'un monde où tout s'achète. Des serviteurs tiennent le compte, publiquement. Ainsi l'intime devient spectacle, ainsi la chair se fait arène au service d'un amusement pontifical. Le récit de Burchard rejoindra les archives secrètes du Vatican, longtemps clos à double tour. Quand, au XIXe siècle, Léon XIII ouvre prudemment ses armoires, il hésite à livrer ce qui entacherait encore le nom d'Alexandre VI. Cette gêne, 400 ans après, dit assez la portée du scandale. Le matin, Rome ne semble pas changer. La messe sonne à Saint-Pierre. Les cardinaux enchaînent rendez-vous et audiences. Le pape paraît, imperturbable. Mais la ville sait. Les couloirs, les cuisines, les gardes, les musiciens parlent à voix basse. Les chancelleries étrangères écrivent chez elles, outrées ou fascinées.
Les lettres conservées en Europe montrent l'étonnement de gens peu faciles à choquer. Même les cours laïques, pourtant peu prudes, restent médusés qu'une telle scène ait eu lieu au cœur du Vatican. Sur les divergences de sources, il faut garder la tête froide. Le récit de Burchard constitue la charpente, prose sèche, date, détail. Une partie de l'historiographie catholique des 19e et début 20e siècles conteste sa littéralité ou suspecte des interpolations. D'autres, surtout du camp protestant, l'embrassent trop facilement. Le consensus contemporain penche pour l'authenticité de l'ossature, tout en rappelant le contexte. À la Renaissance, les princes séculiers pratiquent déjà spectacles et exhibitions choquants. Ce qui scandalise ici n'est pas l'inconnu, c'est l'inadmissible du rôle. Un pape. Les conséquences politiques dépassent la morale privée. Les réformateurs d'Europe, à Florence, Savonarole avait déjà tonné, trouvent là une preuve que la tête de l'Église s'est pourrie. Les appels à un concile pour déposer Alexandre VI reprennent vigueur, nourris par des récits circonstanciés. Alexandre réagit d'une manière qui lui ressemble. Il ne cède rien. Il soutient plus fort encore la guerre de Césarée, dépense, vend, affiche la superbe qui a toujours été sa langue. En vérité, l'aveu public de sa corruption l'allège du devoir des apparences. Dire que le banquet des châtaignes est un accident serait faux. Il est l'aboutissement logique d'une décennie où le luxe est devenu signe de puissance, où le spectaculaire a remplacé la liturgie, où le Vatican a pris des airs de cour princière. Dans ce système, Lucrezia reste le miroir. Instrument malmené par des mariages qui ne lui appartiennent pas, jeune femme remodelée par l'atelier familial en médaille diplomatique. Quant à Cesare, sa carrière semble prospérer malgré tout, preuve que l'indignation morale pèse peu face aux résultats. Machiavel le dira sans ambages, la vertu politique n'est pas la vertu morale, l'efficacité a son propre catéchisme. Mais tout succès qui ne tient que par une main finit par chuter lorsque la main s'ouvre. Alexandre VI meurt le 18 août 1503, vraisemblablement de malaria, même si l'air s'emplit aussitôt de rumeurs d'empoisonnement, reflet fidèle d'un règne où la violence a l'odeur du quotidien. Sans la protection papale, Césarée perd sa carapace. Les alliances se défont. Il finit tué 4 ans plus tard, en Espagne, simple homme de guerre sans cuirasse d'église. Lucrezia survivra, duchesse de Ferrare, mais son nom restera habité par les fantômes d'une jeunesse scandée par le calcul paternel. Jules II, nouveau pape, refuse d'habiter les appartements Borgia, ceux-là même où se déroula le banquet. Il monte d'un étage, confie à Raphaël la décoration de nouvelles salles, et l'art couvre la mémoire d'un vernis sublime. Ce geste architectural est plus qu'une gêne, c'est la volonté publique de tourner la page, de souder un couvercle d'images prestigieuses sur un coffre d'infamie. Pourtant, la réparation symbolique est plus lente que la peinture fraîche. L'évaluation historique a oscillé avec les époques. Des auteurs catholiques, au XIXe siècle, minimisent ou contestent. Des protestants en font un pilier de l'acte d'accusation. Aujourd'hui, la balance se veut prudente. Oui, le récit de Burchard, dans sa sobriété, porte la marque du vrai. Oui, les correspondances diplomatiques corroborent l'existence de nuits où le Vatican franchit un seuil. Et oui, le contexte profane explique l'audace, sans l'excuser. Ce qui choque n'est pas l'anecdote, c'est la ligne rouge. L'orgueil d'un chef de la chrétienté s'appropriant les mœurs d'un prince italien. Que reste-t-il lorsque les symboles s'écroulent? Souvent, les pierres parlent. L'architecture, ici, renforce l'ironie. Les pièces où se joua la nuit d'octobre portaient sur leurs murs des récits de dieux antiques et de saints. Entre ces images, la scène réelle trace une diagonale de contradictions. Ce que l'art exalte, l'homme le dément. On a étudié la distribution des salles. Enfilades, couloirs, isolation sonore, un labyrinthe parfait pour que coexistent, côte à côte, une liturgie impeccable et des festins inavouables. La volonté d'archiver, puis de verrouiller, dit aussi une chose. L'Église a gardé sa propre mémoire, consciente de sa valeur d'avertissement autant que de sa puissance de brûlure. D'autres témoins que Burchard? Pas au même degré de précision, mais assez pour dessiner la même silhouette. Les lettres d'ambassadeurs, les rapports de cour mentionnent des divertissements qui dépassent la mesure. La convergence pèse. Quant à l'effet sur l'histoire ultérieure, il est moins immédiat que cumulatif. Les scandales d'Alexandre VI composent une mèche longue qui s'enflamme bientôt du côté allemand.
Martin Luther trouvera, dans ces exemples, des armes faciles à manier contre l'autorité de Rome. La contre-réforme, mi-XVIe siècle, répondra par une discipline nouvelle. Séminaire, clergé encadré, cérémonial resserré, splendeur baroque qui reprend la pompe pour la mettre au service d'une majesté surveillée. On a souvent dit que Trente fut un retour à l'ordre. C'était aussi une technique pour empêcher l'improvisation de dégénérer en nuit de châtaigne. Reste la part humaine. Les courtisanes? Pour elles, c'est un métier plus qu'un destin moral. L'économie dicte, la hiérarchie pèse, et le choix est un luxe rare. Les prélats présents? Certains se coulent dans la compromission. D'autres subissent une pression de carrière, une menace silencieuse. Et la ville? Rome continue. Les pèlerins affluent, les messes se disent, les sacrements ne dépendent pas de la vertu de l'officiant. Et le peuple le sait. C'est peut-être là la sophistication populaire, distinguer la personne et la fonction, la grâce et son canal. Le banquet des châtaignes est plus qu'un épisode croustillant. C'est une loupe posée sur une mutation. La chrétienté médiévale bascule vers un système d'État moderne où le spectacle est un langage politique. Alexandre VI joue selon les règles des princes, mais il porte une mitre, pas une couronne. Cette contradiction explose cette nuit d'octobre, le point où l'autorité spirituelle, rivée à des outils temporels, révèle sa fissure. Dès lors, chaque pape devra trancher, magnificence mondaine ou crédibilité morale. Le choix tracera une route longue, heurtée, jusqu'aux papes réformateurs qui préféreront l'autorité du geste sobre à l'éclat de la scène. Pourquoi l'histoire retient-elle parfois un fruit posé sur un sol de marbre? Parce qu'il marque l'endroit où l'on a glissé. Les châtaignes de cette nuit-là furent balayées avant l'aube. Les participants sont poussière. Les pièces, aujourd'hui, exhibent des chefs-d'œuvre devant des touristes émus. Mais la prose latine de Burchard subsiste, ce fil sec qui rattache le lecteur à une nuit où la frontière entre le divin et l'humain s'est rompue comme une digue. Le vicaire du Christ y apparaît comme un empereur romain au plus mauvais sens, et ses petits fruits brunis, jetés sous des genoux, témoignent d'une distance vertigineuse entre l'ambition humaine et l'appel du sacré. Et si le vrai scandale n'était pas l'orgie, mais l'habitude, ce moment où l'indignité, répétée, devient normale, puis nécessaire? Méthodologiquement, il faut dire ceci, sans emphase. Quand les sources divergent, nous retenons la structure la plus attestée, le témoignage de Burchard, la rumeur diplomatique, la cohérence avec le climat italien. Nous déposons de côté les enjolivures tardives, nous résistons à la tentation du mythe, et nous savons qu'ici, la sobriété même fait foi. De ce bois-là, les avertissements s'écrivent en traits minces. Alors, que reste-t-il, pour nous, si loin? Peut-être une leçon simple et raide. Le pouvoir, lorsqu'il s'émancipe de la contrainte morale, n'élève pas. Il divertit, puis il dévore. Le même siècle qui élève des coupoles et peint des madones invente parfois des soirs de marbre où l'on transforme l'intime en spectacle. Et nous, lecteurs tardifs, nous avançons dans ces salles avec un double regard. L'admiration pour le génie artistique, la mémoire d'une nuit qui rappelle ce que coûte l'oubli des limites. À chaque génération de répondre et de choisir si l'on ramassera les châtaignes ou si l'on relèvera les